Madame, Monsieur, bonsoir. Voici les titres de cette édition. Les cérémonies du 11 novembre en présence d'un des derniers poilus de la Grande Guerre. Ils ne sont plus que 4 à pouvoir témoigner. Les huîtres d'Arcachon, lavées de tout soupçon, elles ne sont pour rien dans le décès de 2 personnes. Une affaire qui avait ouvert une crise en septembre chez les ostréiculteurs. Le commerce équitable s'installe en France, la grande distribution s'y met, mais il y a encore beaucoup à faire. 2 € par an par Français, 10 fois plus pour nos voisins suisses. Après l'enfant unique, Pékin impose le chien unique par famille. Un seul toutou et de petite taille pour lutter contre la propagation de la rage. Une manifestation avait lieu aujourd'hui. Cinéma enfin avec la sortie de Mon Colonel, un film français qui aborde le thème sensible de la guerre d'Algérie à travers l'expérience d'un jeune engagé. Les commémorations de l'armistice du 11 novembre sous un ciel de pluie à l'Arc de Triomphe, une cérémonie à laquelle assistait le Benjamin des 4 derniers poilus de la Grande Guerre. Pour ce 88e anniversaire, la flamme du souvenir était ravivée par ce dernier témoin de l'enfer de 14-18, Jeff Wettenberg, Francis Forger. Il ne reste que 4 hommes qui peuvent encore dire ce qu'ils ont vécu comme soldats pendant la Grande Guerre. René Riffaut, 107 ans, est l'un d'eux. Ça me fait bien plaisir de vous saluer ici aujourd'hui, vous savez, avec amitié, affection et respect. Oui, eh bien, je vous remercie et je vous félicite pour votre action. Vous êtes gentil. J'ai fait ce que je pouvais. Oui. J'ai fait ce que je pouvais, dit René Riffaut sous l'Arc de Triomphe, entouré de ses proches et notamment de son arrière-arrière-petite-fille. C'est la première fois depuis 2003 qu'un poilu est à nouveau présent ici pour cette cérémonie. Ministre de la Défense, Premier ministre, chacun veut saluer l'une des dernières figures de 14-18. Le doyen des poilus, Maurice Floquet, est mort hier, à 111 ans. Ce matin, comme chaque année, a retenti le clairon de l'armistice. Le même son que celui que l'on a entendu sur tout le front le 11 novembre 1918. Et c'est au Kremlin à Bicêtre que Lazare Ponticelli, qui fêtera bientôt ses 109 ans, a assisté à la cérémonie du 11 novembre. Devant le monument aux morts, il a tenu à se lever pour déposer lui-même un bouquet. Il est le dernier légionnaire qui a participé à la Première Guerre mondiale. Il a promis de revenir l'année prochaine, si je peux, a-t-il ajouté. Et cette année 2006 marque les 90 ans de la bataille de Verdun, l'un des épisodes les plus sanglants de la Première Guerre mondiale. 300 jours de combats intenses, c'est ce bilan qui en dit long sur la violence des affrontements. 300 000 morts et disparus. Nicolas Lemarinier, Frédéric Faure. Comment écraser les Français? C'est l'obsession des Allemands en 1916. Ils lancent une immense offensive le 21 février. L'ennemi utilise l'artillerie lourde. Les premiers jours, 1225 canons crachent 2 millions d'obus. Mais passé l'orage, les Allemands progressent difficilement sur un terrain labouré par les impacts. Les Français les bloquent, c'est l'enlisement. Une bataille qui va durer pas moins de 300 jours. Le front se fige à quelques kilomètres au nord de la ville de Verdun. Les positions sont prises et reprises sans cesse. Le général Pétain organise le ravitaillement en hommes et en munitions par une route unique, qu'on appellera la voie sacrée. C'est un défilé continu, un camion passe toutes les 14 secondes. Les Allemands commettent l'erreur de ne pas renouveler leurs troupes, les Français reprennent la main. À l'automne, ils ont récupéré tout le terrain perdu. En France, la ligne de front n'a quasiment pas bougé. Alors, est-ce une bataille pour rien? Pendant un an, cet éditeur et son équipe ont collecté des milliers de documents oubliés. Carnets intimes, photos, plans d'état-major, rapports de combat. Conclusion, la bataille de Verdun restera longtemps un épisode majeur de 14-18. C'est, je crois, psychologiquement, le moment où les Français commencent à nouveau à y croire. Ce n'est pas encore une victoire française, mais c'est déjà un échec allemand. Et je crois qu'à ce titre-là, Verdun est un moment clé, un moment fort de la Première Guerre mondiale. Le bilan est terrible. Dans les 2 camps réunis, on compte 300 000 morts et disparus, 400 000 blessés. 90 ans après, la bataille de Verdun reste le symbole de cette vaste boucherie que fut la guerre. Enfin, pendant que se déroulaient les commémorations de l'armistice à Paris, 2 minutes de silence étaient observées à Londres, à Trafalgar Square, en hommage aux soldats britanniques morts lors de la Première Guerre mondiale. Sachez qu'en Irak, les troupes britanniques ont également observé 2 minutes de silence aujourd'hui. Dans l'actualité de ce samedi, à Arcachon, les huîtres sont totalement mises hors de cause. Elles ne sont pour rien dans le décès de 2 personnes en septembre dernier. Les conclusions sont sans ambiguïté. Le soupçon avait ouvert une crise qu'ont subi de plein fouet les ostréiculteurs. Francis Mazoyer, Philippe Dumail. Sur le bassin d'Arcachon, la bonne nouvelle s'est vite répandue.
La responsabilité des huîtres est désormais écartée pour les 2 décès suspects de début septembre. Les consommateurs sont rassurés. Oh, moi je croyais que vous m'en bien. J'aime beaucoup les huîtres et j'aurais été bien déçue de savoir que j'étais obligée de m'abstenir pendant quelques temps. Ça va faire un bon coup de boost pour le commerce, je pense, à cette veille de fête, où on y pense tous, on en tremblait d'avoir cette image qu'on n'en doutait pas de la qualité de nos produits, mais ça donne le sourire. Le 6 septembre dernier, les ostréiculteurs étaient sous le choc. 2 décès suspects annoncés à l'hôpital d'Arcachon, une femme de 77 ans et un homme de 61 ans. Il aura fallu 2 mois pour lever le doute. Très probablement, l'enquête conclura sur le fait qu'il n'y a pas de lien avec les huîtres. Donc, mais nous n'avons pas eu accès, l'autorité administrative n'a pas eu accès au dossier judiciaire, bien sûr. Donc je n'ai pas d'autres éléments à apporter. Tout est parti de ce communiqué des ministères de la Santé et de l'Agriculture. Aujourd'hui, l'avocat des ostréiculteurs demande des comptes. Il va déposer plainte. Si le ministre a commis une faute, il doit être traduit en justice. C'est toute une population, c'est tout un corps de métier qui est engagé dans cette affaire, qui a subi un préjudice énorme. C'est plus que cela même, c'est la filière huître en général qui a subi un préjudice à partir du moment où on a pu penser que les huîtres pouvaient être mortelles. Les producteurs préparent maintenant les ventes de fin d'année. Le préjudice de la crise ne pourra être évalué qu'après les fêtes. Justice, Stéphane Audibert a passé sa première journée de liberté après 3 ans de prison. C'est hier soir qu'il a été acquitté en appel par la cour d'assises des Bouches-du-Rhône. La joie et les larmes de ses proches, énorme émotion et soulagement à l'énoncé du verdict. Dominique Verdaillan, Jean-Marc Nouknouk. Un peu perdu, Stéphane Audibert lâche quelques mots avant de retrouver sa mère. Jusqu'au bout, mais ça a été dur, très dur, très dur, très dur. J'y crois aux innocents, il faut qu'ils se battent jusqu'au bout il faut se battre. Et je le sais que moi il y a des innocents en prison. Et 3 ans. 3 ans pour rien, Il y a votre maman. Quelques secondes plus tard, le visage de l'innocent s'éclaire quand il aperçoit son père. Il n'y a que toi qui le savais que j'étais pas un pyromane. Ils nous croyaient tous pour des pyromanes. Craignant une nouvelle condamnation, sa mère n'avait pas trouvé la force d'être dans la salle au moment du verdict. J'arrive même pas à exprimer ma joie. Parce que c'est trop brutal. Avec ses avocats, Stéphane Audibert va désormais se retourner vers d'autres juges pour qu'ils chiffrent le prix à payer pour ces 3 ans de prison d'un innocent. Une justice prise en flagrant délit de grand écart. Comment expliquer qu'avec un dossier identique, le même avocat général est requis 13 ans à Draguignan et entre 5 et 8 à Aix? Alors que les applaudissements résonnaient au moment du verdict, le président de la cour d'assises a déclaré publiquement « Nous venons de rendre une décision de justice ». On serait tenté de dire « Il était temps ». Autre procès, autre verdict qui a créé la surprise. Marc Sissignon est condamné à 20 ans de réclusion. Les jurés sont allés au-delà des réquisitions du parquet qui demandait 15 ans d'emprisonnement. L'ancien rugbyman a accusé le coup, accablé par la sentence. Des jurés qui ont donc suivi l'avocate générale sur la préméditation de l'acte. Une audition particulièrement longue pour Michel Alliot-Marie qui a été entendu comme simple témoin pendant plus de 11 heures par les juges en charge de l'affaire Clearstream. La ministre de la Défense n'a fait aucune déclaration à sa sortie cette nuit. Ce 11 novembre est pour le Front National sa date d'entrée en campagne, un rassemblement ou plutôt une convention présidentielle au Bourget où il fut question essentiellement des fameux parrainages dont a besoin Jean-Marie Le Pen. Comme tout candidat à la présidentielle, Jean-Marie Le Pen qui dénonce les pressions dont seraient victimes les maires. Arnaud Boutet, Olivier Robert. À 78 ans, il veut rester un jeune combattant. Le culte du chef s'affiche partout, comme sur ce tableau où Jean-Marie Le Pen, corsaire, tient une longue vue, paré pour la bataille. Mais loin du folklore, dans sa quête des signatures d'élus, Le Pen ne chante plus. Et si vous n'avez pas les 500 signatures... Mais on les aura. Voilà. Ah, moi aussi. Comment on leur coupe les aiguillettes. Voilà. Dominique de Villepin considère qu'il serait anormal que Jean-Marie Le Pen ne soit pas candidat. L'intéressé réplique que les ministres doivent surtout changer la loi. Il leur est donc extrêmement facile
de réaliser en quelques jours la réforme qui a été souhaitée par l'ensemble de la classe politique, à savoir faire cesser la publicité des parrainages. Et pourtant, il trinque déjà à la victoire, car les sondages le placent à un niveau bien plus élevé qu'il y a 5 ans, fin 2001. On ne peut pas se féliciter du fait que la situation de la France est de plus en plus catastrophique. Mais on est en train de dire attention, la maladie s'aggrave, nous avons fait le bon diagnostic et nous avons les bons médicaments. Et il arrive. Et puis, il y a la grande surprise, Dieudonné, accueilli et applaudi par le Front National. Jadis, Jean-Marie Le Pen se moquait de lui dans ses meetings. Aujourd'hui, il le salue. Dieudonné se présente comme un simple observateur. Dans ce climat effectivement de tension extrême, il est important de discuter plutôt que diaboliser les gens et ouvrons le dialogue. Dieudonné a été condamné plusieurs fois pour des propos antisémites et malgré cela, il s'invite partout, de la fête de l'UMA au Front National. Le quotidien Libération, à 2 jours d'une réunion cruciale sur son avenir, organisait une journée portes ouvertes, une façon de recevoir l'appui des lecteurs avant que ne se tienne lundi un nouveau conseil d'administration décisif. Proche du dépôt de bilan, le journal doit trouver un nouveau souffle pour survivre et une nouvelle réforme. Les politiques devraient ne pas rester indifférents au sort du quotidien. Homme de presse et homme politique, Jean-Jacques Servan-Schreiber a été inhumé cet après-midi en Seine-Maritime. Des obsèques dans l'intimité. Celui qui fut le fondateur de l'Express est décédé à l'âge de 82 ans en début de semaine. L'actualité internationale, George Bush, après la victoire des démocrates, a promis de changer sa stratégie en Irak. Son nouveau ministre de la Défense devrait proposer un regard neuf alors que sur le terrain, la violence au quotidien continue de faire des victimes. Aujourd'hui à Bagdad, l'explosion de 2 voitures piégées a fait 8 morts et au moins 38 blessés. Depuis 3 ans, les forces américaines ont perdu quelques 3000 soldats, sans compter les blessés graves qui, pour la plupart, lorsqu'ils sont transportables, sont évacués vers l'Allemagne. Sur cette base militaire près de Francfort, où tout est mis en œuvre pour les tirer d'affaire, mais les blessures morales sont parfois plus longues et plus difficiles à cicatriser. Reportage Jérôme Bonny, Brice Boussoir. Ramstein en Allemagne. Dans la plus grande base de l'Air Force en dehors des États-Unis arrive chaque jour au moins un vol sanitaire en provenance d'Afghanistan ou surtout d'Irak. Fin de mission pour la plupart de ces blessés graves. Certains ont sur le ventre l'équivalent d'1 million d'euros en matériel de survie. Tous ont en commun d'avoir été au mauvais endroit, au mauvais moment. Le caporal de Marines, Marcou, était en patrouille à pied, début octobre, à Ramadi, à l'ouest de Bagdad. On s'est retrouvés sur cette route et on a tout de suite vu que ce n'était pas une route sûre. Il y avait plein de déchets et de saletés où l'on pouvait cacher des bombes. J'ai reçu l'ordre de traverser la route, j'ai commencé à courir et ça a explosé, j'étais à 6 mètres. Des éclats ont touché mon mollet droit. Près de 3000 soldats américains sont morts en Irak depuis le début de la guerre. Et chaque mois, 760 blessés en moyenne sont envoyés à l'hôpital de Landstuhl. Chacun est accueilli par l'aumônier militaire. Ok, bienvenue à l'hôpital de Landstuhl. Tu es en sécurité maintenant. Dieu te bénisse. L'aumônier ne soigne pas les plaies ou les fractures, mais les blessures invisibles, morales. Ce sont des blessures qui vont cicatriser bien après les blessures physiques et qui vont longtemps tarauder les soldats. Parce que quand ils se retrouvent à la guerre, les valeurs comme la bonté de l'humanité, la bonté de Dieu, ou bien l'équilibre entre le bien et le mal dans le monde, eh bien, tout cela est bradé. Détresse visible sur le visage du sergent Einstein qui s'est déplacé des vertèbres en échappant à une embuscade. Il reste pudique sur le moral des troupes. Ça pourrait aller mieux. Mais parfois ça va, parfois ça va pas. Pour la plupart de ces hommes, la guerre est finie. Ils vont être rapatriés aux États-Unis. Mais ils resteront marqués à vie, quoi qu'ils en disent eux-mêmes.
Dans le reste de l'actualité, ce 11 novembre est normalement un jour férié en France, mais de nombreux commerces sont ouverts avec une particularité en Alsace-Moselle où un régime spécifique interdit l'ouverture des magasins les jours fériés. Certains ont décidé pourtant de lever le rideau pour appliquer la journée de solidarité. Jenny Briffa, Cécile Tuillier. En principe, ce rideau-là aurait dû rester baissé aujourd'hui, car en Alsace, il est interdit de travailler un jour férié. Mais Sylviane Poitvin a décidé de faire du 11 novembre sa journée de solidarité. On devait ouvrir le lundi de la Pentecôte, mais comme il n'y avait pratiquement aucun magasin d'ouvert, on ne va pas ouvrir tout seul. Donc maintenant, on arrive à la fin de l'année. Un samedi, c'est intéressant d'ouvrir, donc on ouvre. Problème, c'est en principe aux partenaires sociaux de choisir la date de cette journée de solidarité. Or, la plupart des syndicats ne voulaient pas du 11 novembre. Face à cet imbroglio, seuls 40% des commerces strasbourgeois ont finalement ouvert. C'est très déroutant parce qu'on vient en ville pour essayer de faire un petit peu les boutiques et on se rend compte que 3/4 est fermé. Nous sommes très peu d'enseignes ouvertes et finalement ça va nous rapporter à mon avis beaucoup moins de chiffre d'affaires qu'escompté. Les syndicats ont eux décidé de porter plainte contre les boutiques ouvertes. 40 délégués CGT ont ainsi arpenté les centres-villes du Bas-Rhin pour repérer les contrevenants. Aujourd'hui, on constate quoi? On constate que, syndiqués ou pas syndiqués, les salariés sont obligés de travailler et on enfreint forcément à l'intérêt collectif de la profession que représentent les organisations syndicales. Devant les tribunaux, les commerçants contrevenants pourraient être condamnés à des peines allant jusqu'à 600 € par salarié. La semaine de la solidarité internationale, l'occasion de faire le point sur le commerce équitable, un commerce plus juste. En France, on s'y met doucement mais résolument. La grande distribution est de la partie, le chemin est encore long. Les Français dépensent chaque année 2 € pour les produits de cette filière, pendant que nos voisins suisses, par exemple, en dépensent 10 fois plus. Marion Pilas, Marie Cros. Petit sondage à la sortie de l'hypermarché. Si je vous dis commerce équitable, c'est-à-dire vous achetez ailleurs à autre chose qui correspond, non? Plus précisément, le commerce équitable, ça commence par exemple par ces paysannes indiennes qui vendent leur récolte de thé aux fabricants un peu plus cher que le cours mondial. De quoi vivre décemment. Au final, en magasin, nous le payons quelques centimes de plus que le thé ordinaire, mais c'est pour la bonne cause et c'est aussi bon pour l'image des grands groupes de distribution. Il y a 5 ans, il n'y avait grosso modo que du café et du thé. Ça représentait à peu près cette taille-là d'assortiment. À présent, vous avez 2 éléments pour ce magasin, plus tout l'ensemble des produits qui sont commercialisés dans les autres rayons. Actuellement, nous dépensons à peine 2 € par an et par personne pour des produits équitables. Ça représente environ un demi-paquet de café. Mais lentement, ce mode de consommation responsable fait son chemin. Le chiffre d'affaires du secteur a été multiplié par 5 en 4 ans. Ce n'est pas uniquement dans les boutiques spécialisées et les grandes surfaces, et on trouve de plus en plus des produits dans des distributeurs automatiques, dans des restaurations collectives ou le restaurant en bas de chez vous. Commerce équitable, une tendance devenue argument de vente, parfois loin du concept original. On est passé du commerce équitable au commerce de l'équitable. C'est-à-dire qu'on vend des produits équitables, mais si on regardait bien, il y a très peu d'équitable dans les produits équitables, puisque ça ne concerne, encore une fois, qu'un tout petit plus donné aux petits producteurs et pas davantage. Aucun label ne garantit aujourd'hui que le transport des marchandises et leur distribution soient soumis aux mêmes règles d'éthique et d'équité que la production. Le commerce équitable n'en est qu'à ses balbutiements. Les déboires qui entourent la fabrication de l'A380 ne doivent pas faire oublier les belles performances de l'avion en vol, des essais concluants pour le géant des airs qui s'est déployé dans le ciel tourmenté d'Islande. Vincent Fourcade. Dans le ciel d'Islande, tel un crabe ailé de 280 tonnes, c'est de travers que l'A380 d'Airbus se présente à l'atterrissage. Au milieu de l'Atlantique Nord, l'A380 est venu jouer à se faire peur. Mauvais temps, un vent de côté de près de 100 km/h, des conditions de vol extrêmes, idéales pour vérifier les performances du géant des airs. C'est exactement l'endroit où nous pourrons trouver à la fois des vents de travers et de pistes d'atterrissage. C'est un endroit idéal et bien connu de tous ceux qui fabriquent des avions. À bord, pilote d'essai et ingénieur d'Airbus pour une petite journée de test sur l'aéroport de Reykjavik, fermé aux vols commerciaux pour cause de mauvais temps. Atterrir, décoller, quelques tours de piste et l'A380 repart, équipage rassuré.
Nous avons fait 6 décollages et 5 atterrissages. L'appareil s'est très bien comporté, nous en sommes très contents, très fiers. Dès lundi, l'A380 filera vers l'Asie pour sa dernière campagne d'essai en situation commerciale. 150 heures de vol avant de décrocher en décembre sa certification, c'est-à-dire son permis de voler. Le service militaire a été remplacé, vous le savez, par la journée d'appel de la préparation à la défense. Et pour les jeunes Français expatriés à Londres, eh bien c'est à bord d'une frégate amarrée sur la Tamise que s'est déroulée cette journée citoyenne. Correspondance Maryse Burgot, Dominique Marotel. Image assez inhabituelle. Ce soir, au pied de la Tour de Londres, une frégate de l'armée française à côté d'un navire anglais. Depuis 3 jours, le drapeau tricolore flotte au-dessus de la Tamise. L'occasion pour 200 jeunes expatriés français de visiter ce bâtiment de guerre. On va partir donc direction la plage arrière, si vous voulez bien me suivre. Depuis la disparition du service national, la journée de préparation à la défense est obligatoire, même si l'on vit à l'étranger. Ces jeunes Français de Londres découvrent donc aujourd'hui l'étroitesse des coursives et les officiers vont tenter de les convaincre qu'un engagement dans la marine est aussi une promesse de bonheur. Moi je prends comme exemple que ce que j'ai fait une mission de 7 mois, ça m'a permis de visiter par exemple les temples d'Angkor au Cambodge, des choses comme ça. C'est des choses que vous aurez, je pense, pas possibilité de voir si vous n'étiez pas dans la marine. Vous allez pouvoir rentrer dans une chambre d'officier marinier. C'est un peu vrai pour moi. Allez, allez-y. Moi je connais. Je trouve ça impressionnant, mais je sais pas, ça me plaît pas trop. Je pense que ce sera intéressant de vivre comme ça, quoi, mais pas pour longtemps. Quelques réticences que le commandant comprend, mais il s'emploie lui aussi à vendre le rêve plutôt que la guerre. Le rêve d'être marin, le rêve d'appareiller, le rêve de naviguer, de faire le tour du monde, d'être sur mer. La mer et parfois aussi les fleuves des plus grandes villes du monde. Pékin prend les grands moyens pour imposer un seul chien par famille dans la capitale et de petite taille en plus. L'affaire est sérieuse, les cas de rage se multiplient et c'est pour éviter sa propagation que les autorités viennent donc de lancer ces nouvelles mesures qui interdisent purement et simplement tout chien d'une hauteur supérieure à 35 cm. Une manifestation, vous l'avez vu, avait lieu aujourd'hui dans Pékin pour protester contre cet encadrement à la chinoise. Après l'enfant unique, voici le chien unique, une restriction diversement appréciée. Pascal Golomer, Sylvain Guillaume. Baladez-vous dans les vieux quartiers, vous ne pourrez pas les manquer. Les chiens sont de plus en plus nombreux à trottiner dans Pékin, sans doute près d'1 million. Mais on les sent un peu nerveux. C'est que les cas de rage se multiplient en Chine. 2200 depuis le début de l'année. 300 victimes rien qu'en septembre. Une priorité donc, la vaccination. Elle est obligatoire et gratuite pour ceux qui paient leur permis de propriétaire, 50 € par an. Mais pour limiter les risques, la ville veut aussi limiter la population canine, en punissant plus sévèrement ceux qui ne respectent pas la règle du chien unique, mise en place il y a quelques années. Le règlement, c'est un chien par famille et nous on le respecte. De toute façon, moi je ne pourrais pas m'occuper de 2 chiens, ce serait trop de travail. Un seul chien donc, et pas n'importe lequel, il doit faire 35 cm de hauteur maximum. Si on interdit les gros chiens, c'est parce qu'ils font peur aux gens. Ce sont eux qui attaquent, qui mordent parfois. Et donc ce sont eux qui risquent de propager la rage. Les gros chiens en sont donc réduits à vivre dans la quasi-clandestinité. Dans la journée, ils trouvent tout de même refuge dans ce parc à la périphérie de la ville. Leurs propriétaires vivent dans la hantise du contrôle. Ils devraient alors payer une lourde amende et surtout voir leurs fidèles compagnons confisqués. Interdire les gros chiens, ce n'est pas une mesure intelligente. Les autorités feraient mieux de s'attaquer aux propriétaires qui s'occupent mal de leurs chiens, plutôt que de montrer du doigt nos animaux. Certains ont donc choisi d'ignorer la loi, persuadés d'être dans leur bon droit. Mais les autorités de Pékin ne vont pas assouplir leur règlement de sitôt. Elles mettent même à présent un numéro vert à disposition des habitants pour dénoncer les voisins contrevenants. En France, il fait partie de l'histoire Michelin. Le guide vert a été le premier guide régional touristique. Il fête ses 80 ans. Sa renommée repose sur la qualité de ses itinéraires, mais la concurrence est là. Daniel Wolfram, Philippe Jasselin. Le guide Bretagne, donc ça c'est vraiment la première édition, 1926, le premier guide régional. Au départ de l'aventure donc, le guide vert était rouge. Mais le principe, lui, était bien là. Ailleurs, il faut tourner à gauche, enfin, on voit exactement... Un itinéraire détaillé au virage près. Ça donne l'idée de ce qu'était le GPS à l'époque.
À droite, immédiatement avant un transformateur, se détache un chemin. Alors un transformateur, c'est un repère comme un autre et ça permet de ne pas se perdre à cet endroit-là. Puis on arrive dans un chemin... Comme c'est bon les vacances, et comme il faut les aimer pour vouloir partir. Puis, juste avant la guerre, le guide vert deviendra définitivement vert comme la campagne rêvée des premiers congés payés. Et pour tous ceux nombreux qui restent à Paris, le premier guide, il y a tout juste 60 ans. Et puis la Seine vaut bien la mer. La berge d'Auteuil peut dès maintenant se nommer la plage d'Auteuil, bien que les guides ne fassent pas encore mention de cette villégiature familiale. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on a même le guide France en chinois. Et à chaque fois, la même volonté de guider le touriste, d'avoir une maquette totalement adaptée au public visé. C'est important qu'on vous balade. On vous balade énormément. Viser le public ou les publics avec toutes sortes de destinations, pour tout type de voyage, dans un maquis de guides de tout style. Et le guide vert dans tout cela? Je trouve qu'ils sont très bien faits, mais qu'ils devraient rester sur leur position, ne pas changer. C'est-à-dire vraiment, les guides verts ont une valeur, vous savez, un guide ne prend de la valeur que par l'âge. Mais difficile de rester soi-même quand la concurrence des guides étrangers ne cesse de grignoter les parts de marché des vénérables éditeurs français. Dans les gorges de l'Ardèche, une compétition de canoë-kayak ouverte largement aux amateurs. 1800 concurrents au départ, avec la pagaie en main et les yeux grands ouverts pour admirer un site exceptionnel. Véronique Gaglione, Françoise Massou. Si jamais, pour X raison, on capote... Ah mais il n'y a pas de raison. Non, c'est clair. Mais si jamais, eh ben, c'est hyper vite, et on le vite fait, et on repart. Ils sont 1800, toqués de la pagaie, prêts à prendre l'Ardèche à la gorge, avec toutes sortes de canoës, kayaks ou pirogues des mers. Vous avez vos boissons? On va essayer d'arriver entier déjà. Pour nous c'est la première et on va faire en sorte qu'on arrive entier, et nous et la pirogue aussi. Au fil de l'eau voguent des fêlés venus en découdre. Des amateurs et des pros de toutes origines, 15 nationalités différentes et de tous âges. Ça va bien? Je suis là, 73 ans. Ça va bien. C'est quoi votre technique? Aucune. Mais c'est facile le kayak. Tu fais quoi à gauche, tu fais quoi à droite? 35 km de descente dans le décor somptueux des gorges. Ils étaient 130 marathoniens il y a 22 ans pour la première édition. Ils sont 14 fois plus aujourd'hui, avec toujours la même souffrance et le même plaisir. On enlève le bout du nez au lieu de regarder les vagues et les concurrents qui sont devant nous. Et c'est magnifique. On a pas un trou. On a le comaté avec du bris, c'est bien. On a avec du bris, c'est pas mal. On a réparé avec du bris. Le bris, c'est un bon mastic. Les vainqueurs auront parcouru les 35 km en 1h38. Les derniers ont mis 3 heures de plus en admirant le paysage. Du sport et du tennis, la Française Amélie Mauresmo rencontrera Justine Henin en finale des Masters. Une finale qui sera retransmise demain à 15h50 sur France 2. Amélie Mauresmo s'est qualifiée en battant la Belge Kim Clijsters 6-2, 3-6, 6-3 cet après-midi à Madrid. Amélie Mauresmo qui va donc affronter demain celle qui va lui ravir le rang de numéro 1 mondial. La route du Rhum avec dans la catégorie des monocoques la belle victoire de Roland Jourdain qui malgré une baume rafistolée avec les moyens du bord a réussi à remporter l'épreuve. C'est sa première grande victoire en solitaire. Il bat par ailleurs le record d'Hélène MacArthur. Julien Benedetto. C'est la victoire du génie de la débrouille, la folle histoire d'un marin bricoleur qui mena son bateau abîmé jusqu'aux rives d'une victoire méritée. La nuit dernière à Pointe-à-Pitre, Roland Jourdain a remporté sa première grande victoire en solitaire, catégorie monocoque. Presque un miracle, il y a 5 jours, le skipper a dû rafistoler le support de sa grand voile, brisé net. Baume cassé au milieu de l'Atlantique, baume au cœur à l'arrivée. Super Léo, super. De toute façon, la deuxième réparation, c'était un dimanche. Il y a plein de dimanches où on ne sait pas que faire. Donc, ouais, je me dis, tiens, allez, je vais me faire une baume. Alors, le dimanche, des fois, on s'embête souvent. Saint-Malo, Pointe-à-Pitre, 6500 km de course. Et à l'arrivée, Jourdain ne devance son ami breton, Jean Le Cam, que de 27 minutes. Maudit Le Cam, déjà battu sur le fil lors du dernier Vendée Globe. Il y a des vainqueurs sublimes et de beaux perdants. Et pour un beau vainqueur, il faut un beau second.
Parce que c'est le second qui fait le vainqueur. C'est le second qui fait le vainqueur. Bah oui, parce que tout seul, tu n'es rien. Tu ne peux pas être premier si tu es tout seul. T'es premier de quoi? De rien. Je me suis dit, Jean, t'es un peu con de faire chier ton copain. Ah oui, mes poils blancs, alors il est tout, voilà. Jourdain premier, Le Cam deuxième, deux marins respectés et qui se respectent. La route du Rhum a beau être la course à la voile la plus prestigieuse, c'est avant tout une course d'amis. Le patrimoine français à l'honneur avec ce salon qui lui est consacré à Paris, à côté des châteaux prestigieux entretenus par le mécénat des grandes entreprises. Il existe de très nombreux bâtiments et églises qui sont restaurés par des particuliers qui ont investi de leur temps et de leur argent dans ces vieux châteaux qu'ils rénovent au fil des ans. Emmanuel Lambert, Thierry Breton. Vous les croisez parfois sans même les apercevoir. Figés dans la pierre, des siècles d'histoire qui partent en ruine. Nous sommes en Auvergne, à 6 km de Clermont-Ferrand. Allez, on monte. Claude Agut a redonné vie au château de Tournoel. Et c'est un peu la récompense. Plus on rentre, plus c'est joli. Puis vous allez voir que la suite continue à être belle également. En 2000, ce commissaire-priseur rachète la ruine pour 300 000 € et finance sa rénovation. La forteresse a déjà englouti 5 fois son prix. Il faut être un peu malade, si vous voulez. Hein. C'est une passion, c'est une drogue. Moi, je ne pense plus maintenant qu'à ça. Tous les matins, je passe 1 heure à m'occuper de ça avec les entreprises. Le soir, j'y pense. Dès que j'ai 5 minutes, je donne un coup de fil. Rénover ces châteaux est un casse-tête permanent. Le plus dur est d'acheminer les matériaux comme ces poutres de charpente élitreuillées il y a quelques semaines. Aujourd'hui, c'est une partie du plancher qui arrive par téléguidage. Pour les ouvriers, c'est un travail d'extrême précision. Monsieur, sur un chantier comme ça, c'est quoi la plus grosse difficulté? Pas tomber les coups de mur, quoi. Et puis c'est surtout la manipulation. Faut aller doucement. Il faut faire attention à tout. Depuis 1889, Tournoel est un monument historique, ce qui veut dire que des aides sont allouées pour sa rénovation. Conseil général, conseil régional et ministère de la Culture financent 40% des travaux. Il y a un intérêt économique et touristique pour toute la région. Nous essayons avec les propriétaires de bâtir des plans de financement et de les aider au maximum, bien évidemment, parce que vraiment pour l'Auvergne, en tous les cas, c'est vital. C'est vraiment le fonds de commerce de l'Auvergne. Sans patrimoine, l'Auvergne serait beaucoup moins intéressante. Des monuments menacés, il en existe des milliers en France et sans ces propriétaires fortunés, ils seraient tous voués à la disparition. Claude Agut, lui, a déjà les yeux tournés vers l'avenir. Dès l'année prochaine, il va redonner une âme à une autre ruine, dans le Berry. Cinéma avec mercredi prochain la sortie de Mon Colonel, produit par Costa Gavras, le réalisateur de Z et de L'Aveu. Le film aborde le thème sensible de la guerre d'Algérie à travers l'expérience d'un jeune engagé. Pascal Deschamps, Valérie Lucas. Lettre anonyme numéro 001, le colonel est mort à Saint-Arnaud. Le point de départ de Mon Colonel, une enquête sur le meurtre de nos jours d'un militaire français à la retraite. Très vite, les enquêteurs s'intéressent aux méthodes expéditives de ce colonel pendant la guerre d'Algérie. Nous sommes en 1957, un jeune engagé se retrouve aide de camp du colonel Duplan au moment où l'Assemblée nationale vote à l'unanimité les pouvoirs spéciaux. Alors dites-moi ce que les pouvoirs spéciaux nous autorisent. Pratiquement tout. S'il s'agit de rétablir l'ordre, aucune mesure n'est a priori exclue, même si elle semble contraire aux grands principes du droit. Bien, vous avez clarifié la situation. Cela signifie, messieurs, que sans oser le dire, les politiques nous laissent faire. Accepter la torture, exécution sommaire, le colonel Duplan entraîne alors le jeune homme dans sa sale guerre. Ça ne me plaît pas non plus. Les faits en mutilant nos cadavres accomplissent un geste symbolique. Je leur réponds avec un acte symbolique. C'est quelqu'un qui va commettre des choses, faire commettre des choses épouvantables. C'est vrai, mais ce qui m'intéressait moi, c'est qu'est-ce qui amène cet homme à faire, à aller là où il va. Le film se veut une réflexion sur l'engrenage de la violence en temps de guerre, qui trouve des résonances aujourd'hui, surtout quand on sait que la CIA cite en exemple les méthodes françaises utilisées en Algérie. On oublie quand même l'essentiel, c'est que même si les méthodes de répression françaises ont marché en Algérie et que, par exemple, Massu a remporté la bataille à Alger, on oublie l'essentiel, c'est que quelques années plus tard, les Français étaient dehors. On ne pouvait pas gagner politiquement. Mon fils Guy et 25 000 jeunes Français sont morts pour rien dans une guerre inutile et perdue d'avance. Dans le contexte actuel, Mon Colonel suscitera sans doute des débats, voire des polémiques. En tout cas, ce film montre que le cinéma français retrouve l'envie de se confronter à des sujets sensibles.
Ainsi se termine ce journal. Je vous remercie de votre attention. Tout de suite, la météo Nathalie Riouet, 20h50, bien sûr, du rugby, avec le match France-Nouvelle-Zélande en direct du stade Gerland à Lyon. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver demain dès 13h. Excellente soirée sur France 2. France 2 avec Bubendorf vous donne rendez-vous. On va mettre des matelas autour de cette piste. Et dans le studio de Riquier, il y a du beau linge. Vous avez l'air motivé, ça fait plaisir. Les nuls. Carole Amiel, Patrick Devedjian. Non, je souhaite qu'il y ait de vrais débats. J'ai très peur qu'on me demande de voter, taper 1, taper 2 et taper 3. Lambert Wilson, Régine Desforges, Guy Konopnicki, Patrick Sébastien,